Gilles Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Vélo Magazine. Vous venez de consacrer un numéro spécial à la 100e édition du Tour de France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors la Grande Boucle de son surnom a été créée en 1903 par le quotidien sportif L'Auto, dans un premier temps pour augmenter le lectorat du journal, mais très vite il devient bien plus qu'un événement commercial, il devient un symbole d'unité nationale. À l'origine, c'est une épreuve sportive individuelle puisque l'entraide est formellement interdite et au fur et à mesure, les règles changent, des coureurs de différentes nationalités sont invités à y participer et des stratégies d'équipe se mettent en place. Alors ces stratégies, nous y viendrons dans un instant, mais avant cela, un petit peu de pédagogie. Comment s'organise le Tour de France? Le Tour de France est régi par une règle qui vaut pour les autres grands tours, c'est-à-dire qu'il y a 3 grands tours en général, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne et le Tour de France. Les règles sont établies par la Fédération internationale. Ça veut dire un certain nombre d'équipes, un certain nombre de coureurs, une limitation du nombre de coureurs, une limitation du nombre de jours de course, une limitation du nombre de kilomètres à effectuer. Voilà. Le parcours du Tour doit tenir dans tout ce format-là, c'est-à-dire 23 jours maximum, 3500 km. Ensuite aux organisateurs de choisir leur parcours et de s'adapter aux règles. Donc ça veut dire que le parcours change chaque année? Le parcours change chaque année. C'est un Tour de France, mais avec des incursions à l'étranger. La règle aujourd'hui vaut qu'un départ sur 2 ait lieu à l'étranger. Et au fur et à mesure donc, de ce Tour de France, il y a différentes étapes. Alors différentes étapes, un parcours qui épouse la géographie de la France et des pays voisins. L'intérêt dans le vélo, c'est de varier les plaisirs et les difficultés, donc de proposer des étapes de plat, des étapes aux sprinteurs, des étapes de montagne pour les grimpeurs, et aussi des contre-la-montre, et des étapes qui sont un mix des deux un peu, qui sont favorables à des coureurs qui sont à la fois à l'aise pour rouler et pour grimper, qu'on peut appeler des baroudeurs ou des punchers. Il y a 2 sortes de contre-la-montre. Il y a le contre-la-montre individuel, où chaque coureur court pour son propre temps, ou les contre-la-montre par équipe, où chaque équipe est chronométrée sur l'ensemble des coureurs. Alors, ce n'est pas tout à fait l'ensemble, le règlement prévoit de prendre le temps sur le 5e coureur, ce qui permet de laisser de côté les équipiers qui ont vraiment des difficultés en fin de parcours. Vous venez de l'évoquer, il y a différents types de coureurs, les grimpeurs en montagne, les sprinteurs, les baroudeurs. On a l'impression, en vous écoutant, que le Tour de France, c'est une épreuve sportive individuelle. Est-ce vraiment le cas? Alors au départ, c'était vraiment une épreuve individuelle. Le premier arrivé à gagner, c'était le principe de départ. Au fur et à mesure du temps, les coureurs se sont organisés par équipe nationale, par équipe de marque. Et de plus en plus sont apparues des contraintes liées à ce fonctionnement par équipe et donc des tactiques qui sont liées à ce fonctionnement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Tour de France, ce n'est pas une course toute simple comme une classique d'un jour où le premier arrivé à gagner. Le Tour de France récompense le premier du classement général à l'addition du temps, mais le fameux maillot jaune, mais offre aussi d'autres challenges, d'autres récompenses, comme celui du meilleur grimpeur, le maillot à poids. Oui, celui du meilleur sprinter, le maillot vert, et récompense chaque jour une équipe et un coureur par les victoires d'étape. Ce qui est compliqué à comprendre au sein du Tour, c'est que toutes les tactiques ne consistent pas à faire gagner un coureur au classement général. Chaque jour, il y a plusieurs valeurs qui entrent en jeu et des équipes peuvent se battre pour le classement au point, le classement de la montagne, le classement général par équipe, etc. Vous pouvez nous donner des exemples de différentes stratégies qui peuvent être utilisées? Les stratégies d'équipe dépendent à la fois des coureurs qui composent cette équipe, des qualités des coureurs qui composent cette équipe et des circonstances. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Si on prend comme exemple le Tour de France, qui a été gagné par le Britannique Bradley Wiggins, son équipe Sky a dominé le Tour parce qu'elle avait une équipe qui était bâtie vraiment pour ce parcours-là et qui voulait anesthésier en quelque sorte les autres équipes en roulant systématiquement devant. Donc cette équipe a imposé son rythme aux autres équipes. Elle savait que son champion, Bradley Wiggins, n'était pas un spécialiste de la montagne. Donc par exemple, dans les épreuves de montagne, dans les cols, cette équipe avait choisi comme tactique de rouler devant, de rouler le plus vite possible. C'est une sorte de train, on appelle ça un train, qui s'appliquait avec des coureurs qui roulaient à tour de rôle devant le plus vite possible pour empêcher les vrais grimpeurs de démarrer. Mais c'est vraiment un exemple qu'on ne retrouvera peut-être pas forcément dans le Tour cette année. Ça dépend du parcours, ça dépend des circonstances et ça dépend des qualités des coureurs. Un coureur que les gens connaissent très bien, comme Alberto Contador par exemple, qui a déjà gagné 3 tours, n'a pas besoin de ce type de tactique parce que lui, il est beaucoup plus à l'aise en montagne. Donc il n'a pas besoin d'imposer un rythme
qui étouffe les autres équipes. On entend souvent parler de poisson pilote. Alors le poisson pilote, exactement, c'est le coureur qui va emmener un sprinter dans un sprint dans les meilleures conditions possibles. Les équipes qui disposent d'un sprinter jouent les victoires d'étape. Un sprinter est le coureur qui est le plus explosif, qui est capable de l'accélération la plus brutale, la plus forte sur la distance la plus courte. Seulement pour qu'il puisse pouvoir être en mesure de placer cette accélération, il faut qu'il soit dans les premiers coureurs de la course, dans les 300 ou 400 derniers mètres. Et pour l'amener dans cette position, on a besoin de ce qu'on appelle ou un train, qui est constitué de plusieurs coureurs, ou au moins un poisson pilote, qui est le coureur qui va être capable d'accélérer dans le dernier kilomètre et aussi de se faufiler dans le peloton. Le poisson pilote donc est capable de se frayer un chemin dans le peloton et il s'écarte à 300 ou 200 mètres de la ligne d'arrivée au moment où le sprinter peut placer son accélération. Comment le peloton réagit à une échappée par exemple? Souvent dès le départ, des coureurs essayent de s'échapper parce qu'on se dit que si on prend suffisamment d'avance, on pourra échapper à la vigilance des grandes équipes du peloton qui contrôlent la course. Donc il y a une bataille qui s'ouvre à chaque départ d'étape. Un coureur essaie de partir, le peloton réagit. Donc chaque équipe délègue des équipiers qui font le travail pour accélérer, pour aller chercher l'échappée. Voilà, jusqu'à ce que finalement le peloton craque en quelque sorte et baisse les armes et disent d'accord, c'est bon pour cette échappée-là, on va les laisser partir. Comment ça se passe en général? On laisse partir des gens qui ne sont pas dangereux pour le classement général. Et ensuite, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que le peloton maintient un écart suffisant. Alors ça sert les intérêts de tout le monde, il faut bien savoir. Une fois que les échappés sont partis, si on maintient un écart suffisant, ça permet aux gens qui sont dans le peloton de ménager leurs forces. Parce qu'une fois qu'une échappée est constituée, il y a moins de chances pour que d'autres coureurs essaient de sortir du peloton. Donc il y a moins de travail à fournir. Ça permet à tout le monde de se reposer un peu. Et il faut savoir gérer ses forces sur une épreuve de 3 semaines. Et le but de l'échappée ensuite sera d'essayer d'échapper au retour du peloton. Parce qu'évidemment, la majorité des équipes ne sont pas représentées dans une échappée, sont à l'arrière dans le peloton. Et pour gagner une étape, il faut être devant. Donc à un moment, le peloton va réagir, il va accélérer de nouveau pour essayer de rattraper l'échappée, pour permettre à un de ses coureurs de gagner l'étape. C'est là que tout se joue. En général, malheureusement, 3 fois sur 4, le peloton finit par rattraper l'échappée à quelques kilomètres de l'arrivée et on assiste à un sprint. Mais parfois, les échappées, pour diverses raisons, vont jusqu'au bout et ça permet à des coureurs, parfois anonymes, de gagner une étape ou de se positionner au classement général. Il y a un exemple comme ça dans le Tour qui est très fameux. En 1956, le Français Valkoviak a gagné le Tour à la faveur d'une échappée comme ça que personne n'a vu venir. Le peloton ne l'a pas bien contrôlé. Ça s'est mal passé, il n'y a pas eu d'entente au sein du peloton. Les échappés ont gagné avec 18 minutes d'avance, qui est un écart phénoménal. Et Valkoviak, grâce à ce matelas, qu'il a bien géré par la suite, il a effectué une fin de tour remarquable, a réussi à gagner le Tour. On est à la barbe de tous les favoris. Le Tour de France est aujourd'hui retransmis dans plus de 190 pays. Il est devenu un événement planétaire immanquable. Selon vous, pourquoi le Tour de France connaît-il aujourd'hui un tel succès? Quelle est en quelque sorte sa formule gagnante? Le Tour a toujours eu du succès. Il s'exporte de mieux en mieux à l'étranger parce que le cyclisme en général est en train de conquérir de nouveaux territoires. Ça a commencé assez largement avec les premières victoires de Lance Armstrong. Bon, c'est ce qu'il est advenu de Lance Armstrong et de ses victoires aujourd'hui. Mais ça a permis de conquérir les États-Unis et d'autres pays, l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Asie. L'Asie est un marché prometteur aujourd'hui pour le Tour. Je pense que ce qui fait la réussite du Tour aujourd'hui, c'est que c'est assez simple à comprendre malgré tout. Quand on n'entre pas, encore une fois, dans le détail des tactiques, c'est assez simple à comprendre. C'est un beau spectacle, ça offre tous les beaux paysages de la France et ça, il ne faut pas le nier, au-delà du sport, c'est quelque chose qui marche très bien en France comme à l'étranger. Il y a également aussi des symboles très forts qui tournent autour du Tour de France. Je pense à l'arrivée sur les Champs-Élysées, il y a un côté très spectaculaire. Oui, il est arrivé sur les Champs-Élysées. Alors ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du Tour, ça date de 1975 si je ne me trompe pas. Le Tour est toujours arrivé à Paris, mais à des endroits différents. Pendant très longtemps, c'était le Parc des Princes.
Puis ça a été la piste de la Cipale qui est tout près d'ici. Et enfin les Champs-Élysées. Et les Champs-Élysées, ça a donné une autre dimension à l'arrivée du Tour, c'est indéniable parce que c'est un symbole évidemment de la France à l'étranger. Et je crois que le Tour en lui-même est vraiment un symbole de la France à l'étranger, mais c'est aussi un symbole de l'unité du pays pour les Français. On a tous un souvenir d'enfance du Tour, on est tous allés voir le Tour avec ses parents à un moment. Et c'est quand même l'épreuve qui réunit Paris et les provinces et toutes les régions de France. Voilà, toutes les régions de France ont été traversées par le Tour. Et c'est vraiment un symbole du pays, chez nous, mais aussi à l'étranger. Gilles Simon, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Vélo Magazine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous.